Merci au conseil euh, pour l'invitation de présenter ce webinaire sur les meilleures pratiques en matière de francisation des technologies de l'information. C'est quand même un sujet assez sexe, un sujet qui est très, très particulier. On va discuter de la Charte de la langue française et des règlements d'application, mais je vais le faire en fait sans même me référer aux dispositions particulières de la Charte parce que je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est vraiment de parler des règles qui s'appliquent, qui vous sont applicables, et puis les bonnes pratiques, les meilleures pratiques en matière de technologie de l'information. On parle d'exigences linguistiques qui vont s'appliquer en la matière. Et c'est quand même, quand on rentre dans le sujet, on pense que le concept va être, les règles de pratique vont être assez simples. Et elles le sont, mais c'est quand même très particulier quand on regarde à la charte, quand on regarde aux règlements et aux directives de l'Office québécois de la langue française. Quand même très particulier. Parfois, c'est difficile de naviguer le sujet. Alors, ce qu'on propose de vous faire aujourd'hui, c'est de rendre le tout euh, euh, un peu plus clair en vous proposant, c'est ça, des lignes, des grandes lignes. Euh, la, la Charte de la langue française, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup d'expérience. On parle de 18 ans d'expérience à étudier la charte, à interpréter la charte, à naviguer dans ce monde d'exigences linguistiques, d'exigences en matière de langue française. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter parce que surtout quand on se fait poser la question par les employés, par les clients, par les gens à l'interne, il y en a plusieurs qui pensent qu'il y a des exigences linguistiques qui s'imposent en anglais. Eh bien, il n'y en a pas vraiment en termes de communication. C'est définitivement une bonne chose de pouvoir communiquer avec sa clientèle ou ses travailleurs qui sont anglophones, mais ce n'est pas une exigence particulière en vertu de la charte. Alors, comme Karina l'a mentionné, je suis avocate. Je suis avocate chez Borden Ladner Gervais. Ça fait déjà 18 ans que je suis là et que je conseille nos clients en matière d'exigences linguistiques. Et ça touche vraiment toutes les industries, toutes les entreprises qui font affaire au Québec. Euh, alors, tout le monde qui regarde le webinaire en ce moment, tout le monde, toutes les compagnies, les associations qui sont basées ici au Québec ont des exigences linguistiques qui leur sont imposées en vertu de la charte et qu'ils doivent respecter. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement sur les technologies de l'information, mais en fait, les exigences s'appliquent en matière de ressources humaines et s'appliquent en matière d'éducation, de relations avec l'administration, les agences gouvernementales ici au Québec. C'est vraiment, la Charte de la langue française a une application très large. Au mois de mai, le Conseil a offert une présentation de Mme Annick Pelletier sur les exigences en matière de francisation en ressources humaines. Alors, si vous avez l'opportunité de consulter ce webinaire-là, c'est très intéressant. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est en technologie de l'information qu'on va parler. Lorsqu'on on demande mes conseils en tant qu'avocate, c'est typiquement à différents stades, à différentes étapes. Idéalement, on me demande mes conseils en cette matière-là quand on parle du développement, la mise en œuvre d'un programme quelconque. C'est vraiment au stade préliminaire, puis c'est le temps idéal de prendre en considération les exigences linguistiques. Souvent, c'est lors d'un processus de francisation. Alors, plusieurs d'entre vous avez déjà soumis une inscription auprès de l'Office. Si vous avez 50 ou plus employés,
ici au Québec, que ce soit temps partiel, temps plein, vous avez en fait soumis une inscription auprès de l'Office, vous avez soumis une analyse de votre situation linguistique à l'Office pour leur étude et pour développer un plan de francisation, un programme de francisation pour vous assister dans la généralisation de l'utilisation du français dans votre entreprise. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez 50 employés ou plus, je vous conseille de regarder les exigences. Alors, dès qu'on a 50 employés ou plus au Québec, on parle pendant une période de 6 mois. Vous avez cette obligation de vous inscrire et c'est à ce stade-là, souvent, qu'on me demande mes conseils ou lors du processus de francisation des rapports périodiques qui doivent être soumis par les entreprises inscrites. Malheureusement, on me demande aussi conseil lorsqu'il y a une plainte, que ce soit une plainte déposée par un client, un employé, ou lorsqu'il y a une plainte qui est déposée par eux auprès de l'Office québécois de la langue française. Et là, c'est une question de vraiment avoir les discussions avec l'Office pour bien identifier s'il y a véritablement une lacune et mettre en place des correctifs. Alors, c'est à différents stades qu'on demande conseil. Idéalement, comme je vous ai dit, c'est initialement, avant même qu'il y ait une plainte ou un questionnement, avant même qu'on ait l'obligation de nous inscrire auprès de l'Office, qu'on devrait regarder les exigences, qu'on devait questionner les exigences qui nous sont applicables et qui vous sont applicables plus particulièrement dans le domaine de commerce du détail. La technologie est encore de plus en plus présente dans notre vie, surtout depuis la mi-mars 2020. Vous serez d'accord avec moi, on n'a qu'à regarder le nombre de commerçants qui ont fait le virage numérique depuis 2020, c'est quand même très impressionnant. Et si on regarde les statistiques dans le portrait du commerce de détail au Québec, qui a été publié en novembre 2020 par le Détail Québec, on parlait quand même de 65 des détaillants qui ont fait le virage numérique. Qui le feront d'ici 2023 et c'est quand même très considérable que ça soit la création d'un site web, le développement d'un site web de commerce électronique ou si c'est un investissement dans les sites web, dans les médias sociaux. On parle de mettre plus en plus de ressources d'argent dans le numérique. Et puis, on voit aussi nombreuses entreprises, nombreux détaillants qui investissent dans les outils technologiques qui sont mis à leur disposition, non pas juste de leur clientèle, mais aussi de leurs employés. Et puis ça, c'est certain qu'on parle depuis la mi-mars 2020 d'un investissement par plusieurs entreprises, dont les détaillants, un investissement dans les technologies pour permettre à leurs employés administratifs de travailler à la maison et d'être efficaces en ce faisant. Alors, pas juste une expérience pour le consommateur, mais aussi une bonne expérience pour les employés. Alors, quand on voit de plus en plus là, des hausses dans le travail à distance, quand on regarde les statistiques, c'est quand même impressionnant. Et on comprend pourquoi les entreprises vont le faire. Juste le fait qu'on a une présentation Zoom ce matin et qu'on n'est pas dans la salle tous ensemble, ça démontre là, le pouvoir de la technologie et le bénéfice d'investir dans une bonne technologie pour pouvoir avoir ces communications-là, pour avoir ce partage d'informations et être efficace dans notre quotidien. Alors, je vais commencer, je vais vous partager
des diapositives que j'ai préparées qui vont passer, en fait, qui vont nous aider à suivre donc la présentation et qui vont nous aider à bien identifier, à bien parler des différentes règles qui s'appliquent aux technologies de l'information. Alors aujourd'hui, on va passer à travers les règles générales et les meilleures pratiques pour ce qui est de plusieurs outils technologiques. C'est des outils que vous utilisez tous ou des outils qui vous intéressent. Et c'est important donc de se poser les questions avant d'identifier les exigences ou pour mieux identifier les exigences qui s'appliquent à nous. On va parler aujourd'hui plus particulièrement des sites web. On va parler des médias sociaux. On va parler des différents outils, comme j'ai dit, de technologies qui sont mis à la disposition de la clientèle et des employés. Donc, les règles générales en matière d'exigences linguistiques qui s'appliquent à elles. Et je vais vous donner aussi des recommandations. Je vais établir pour vous les meilleures pratiques dans ces domaines-là. Alors, quand on parle des obligations de francisation, on se base sur des droits fondamentaux qui existent en vertu de la Charte de la langue française. On parle des droits des consommateurs, on parle des droits qui existent des travailleurs en vertu de la Charte. Alors, quand on parle du consommateur, on parle donc d'un droit d'être informé, d'être servi en français. Et ça, c'est dans toutes les communications écrites, les communications verbale, que ça soit en personne, que ça soit en ligne. Et donc, c'est important avec tout ce qu'on on considère le consommateur, à moins qu'il y ait une volonté expresse, un désir de la part du consommateur qui est communiqué à vous, d'obtenir des renseignements, de l'information en anglais. La règle de pratique, c'est toujours en français. Vous pouvez faire en français avec une autre langue, par exemple en français et en anglais. Question d'emphase, ça va dépendre du médium qui est utilisé pour communiquer l'information. Vous savez, comme moi, quand on parle d'affiches, de posters, on va voir une emphase, donc une prédominance du français qui va s'imposer. Quand on parle de plusieurs outils technologiques, tels les sites web, médias sociaux et tout ça, pourvu qu'il y ait une équivalence entre les deux versions, française et anglaise, il n'y a pas une emphase sur l'anglais ou sur une autre langue. Généralement, le tout, c'est beau. Alors, dans toute communication avec le consommateur, on parle d'une obligation de faire ça en français. Il y a quelques exceptions qui existent en vertu de la Charte et les règlements d'application, mais je vous dirais, c'est vraiment des exceptions très particulières. Et on ne va pas vraiment parler des exceptions, on va parler des règles générales aujourd'hui. Pour ce qui est des travailleurs, les droits du travailleur, on va le soulever aussi plutôt vers la fin de la présentation. Et ça parce qu'il ne faut pas oublier les technologies de l'information qui sont mises à la disposition des travailleurs. Et là, la règle est un peu différente. On parle d'un droit fondamental des travailleurs de pouvoir effectuer leurs activités, de pouvoir travailler en français. Et donc, nécessairement, les outils technologiques sont importants à ce point-là. Alors, on va commencer avec les sites web. Alors, la plupart des détaillants, j'allais dire dans la salle, mais qui regardent le webinaire, ont certainement un site web, à savoir, est-ce que le site web doit être offert en français? La règle est claire. On parle de posséder un établissement au Québec. On parle d'offres de produits et de services au Québec. Ça, c'est les deux conditions pour avoir le site web en français. Si on ne possède aucun établissement au Québec,
il n'y a aucune obligation d'offrir son site Web en français. Si on n'offre pas nos produits ou services à une clientèle québécoise, la règle est la même. Donc, le site Web n'a pas besoin d'être offert en français. Les deux conditions doivent exister afin d'offrir le site Web en français. L'emplacement du serveur, plusieurs personnes croient que l'emplacement du serveur va influencer en quelque sorte la chose. Ce n'est pas le cas. Alors, on parle vraiment d'une règle très claire pour les sites Web. Pour ce qui est d'une version autre qu'en langue française, surtout quand on parle au Québec, on parle de langue de version anglaise, eh bien, c'est possible d'avoir une version anglaise, bien sûr, de notre site Web, mais la présentation matérielle du site Web anglais ne doit pas l'emporter sur la version française. Alors, la version française, elle doit être aussi accessible que la version anglaise. La qualité, sa qualité, son contenu doivent être équivalents. C'est toujours possible d'offrir une version française qui est meilleure que la version anglaise, mais l'inverse n'est pas vrai. Alors, attention par contre, il y a une attention particulière qui doit être faite lorsqu'on parle de site Web d'un groupe d'entreprises. Alors, plusieurs entreprises, plusieurs détaillants se trouvent dans une situation très particulière parce qu'ils ont soit qu'ils n'ont pas le contrôle sur le site Web ou parce qu'ils sont partis d'un groupe qui présente un site Web, mais ils bénéficient de ce site-là. Alors, quand on parle de groupe d'entreprises, souvent on parle plus à l'international où il n'y aura pas juste un site québécois, mais un site mondial. Alors, il y a un peu moins de contrôle sur le contenu du site en général, bien que l'entreprise québécoise bénéficie de ce site-là, promouvoit le site, fait référence dans ses communications avec la clientèle et parfois même entreprend des transactions même sur le site. Mais ce site-là, parce qu'il bénéficie l'entreprise québécoise et parce que l'entreprise québécoise fait la promotion de ce site-là, l'emploi en fait, les exigences linguistiques s'imposent sur le site, même si techniquement, en pratique, l'entreprise québécoise n'a pas le contrôle de celle-ci. Alors, important là, d'avoir des bonnes discussions avec le membre du groupe qui contrôle le site pour s'assurer que le contenu qui est accessible à la clientèle québécoise est offert en français. Alors, ce n'est pas une excuse de dire ce site Web ne m'appartient pas. Il appartient à la compagnie mère ou une autre entité dans le groupe d'entreprises. Alors, important là de considérer la chose. Quand on parle de site Web de commerce de détail, en fait, on parle des mêmes exigences. Quand le contenu doit être en français, en fait, le contenu doit être en français, peu importe si le site est transactionnel ou non. Mais quand le site est transactionnel, on doit offrir la transaction, le processus en français, et ce, même si on a recours à une tierce partie, par exemple, pour faire le traitement de paiement. Alors, même cet aspect-là de la transaction qui s'effectue doit être offerte en français. Alors, on parle d'une expérience complète à toute étape de la transaction qui s'effectue en ligne. Et ça, c'est important à faire valoir. On parle des modalités d'achat, des modalités d'utilisation du site Web. On parle des pages de traitement de paiement. On parle, comment dire en bon français, du check-out. Alors, tout ça doit être offert en français. Maintenant, les bonnes pratiques. J'y faisais référence un peu plus tôt. On doit tenir compte des exigences linguistiques vraiment à
toute étape du processus. Comme l'entreprise évolue et comme elle adopte, qu'elle développe, elle met en œuvre différents programmes, différents outils technologiques. Pour ce qui est des sites web, on parle lors de la création, certainement, mais il ne faut pas oublier la mise à jour qui se fait des sites web et la mise à nouveau des sites web qui se fait. Alors ici, on doit faire attention de se poser plusieurs questions. On parlait des conditions pour avoir le site web en français. Posez-vous les questions à savoir, est-ce que le site doit être en français? Est-ce que je suis en mesure d'assurer que le contenu qui est offert en français sur le site est équivalent au contenu en anglais? Si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas capable de m'assurer de cette équivalence du contenu, peut-être que je devrais regarder justement l'ampleur du site. Est-ce que je ne devrais pas créer un site exclusivement pour la clientèle québécoise ou la clientèle canadienne pour m'assurer que ce site-là, qui soit plus limité, qui vise plus particulièrement la clientèle québécoise ou canadienne, m'assurer que ce contenu-là soit disponible en français et en anglais de manière équivalente. Certes, ça crée un site additionnel, un site particulier pour notre marché, mais on peut s'assurer d'un contenu au moins équivalent, un contenu français pour la clientèle québécoise. Plusieurs personnes se demandent à propos du contenu de tierces parties qui est partagé de par le site web de l'entreprise québécoise. Attention, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que un texte, une publication a été publiée par une tierce partie en anglais seulement qu'on peut incorporer des parties de ce texte ou de cette publication sur notre site web sans traduire. Parfois, on parle de description de produits, par exemple, qui seraient obtenus de fabricants ou de documents, par exemple, de garantie qui seraient obtenus des fabricants et qu'on partagerait de par notre site web à la clientèle québécoise. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on incorpore un contenu qui appartient à une tierce partie, il y a une obligation de traduire ce contenu-là. Et donc, parfois, ce qui est mieux à faire, c'est peut-être de diriger la clientèle québécoise vers un site de tierce partie plutôt d'incorporer un contenu de tierce partie sur notre site web. Parce que là, l'obligation va s'imposer. On ne peut pas tout simplement se fier à dire on l'a obtenu d'une tierce partie, il n'est pas disponible en français, donc on vous le partage, chers consommateurs québécois, mais en anglais seulement. Alors, voici un petit survol sur les sites web. On passe ensuite aux médias sociaux. C'est très intéressant. C'est des outils technologiques fort intéressants qui permettent aux entreprises d'avoir des beaux échanges avec les consommateurs, de partager de façon très contemporaine des informations, des promotions avec les consommateurs. C'est fort intéressant. Il y a plusieurs entreprises qui se lancent là-dedans, plusieurs détaillants qui ouvrent des comptes sur différentes plateformes numériques. On parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de LinkedIn, on parle de Twitter, on parle de toutes sortes de contenus très dynamiques, intéressants. Et puis, on attitre du monde qui sont très créatifs à offrir un contenu fort intéressant. Mais il faut imposer certaines limites. Par exemple, il faut considérer les exigences linguistiques qui s'appliquent à ces comptes-là. Donc, dans la mesure où encore on voit les mêmes conditions d'application
dans la mesure qu'une entreprise possède un établissement au Québec et elle offre ses produits et ses services à une clientèle québécoise, les comptes de médias sociaux utilisés par l'entreprise et puis publicisés par les entreprises, par exemple, en bas du site web de l'entreprise, ces comptes-là doivent être offerts en français. On ne parle pas seulement du profil qui est créé pour l'entreprise, mais on parle aussi des posts qui sont affichés, donc les messages qui sont affichés à la clientèle québécoise. L'endroit où est géré le compte de médias social n'est pas pris en considération dans l'analyse. Donc, ce que je vois, c'est que plusieurs détaillants partagent un compte de médias social, par exemple, avec une autre entreprise affiliée ou avec un groupe d'entreprises. Ça peut être fort intéressant parce qu'on peut justement utiliser des ressources très spécialisées et limiter les dépenses pour... et puis, c'est justement quelque chose de fort intéressant avec les médias sociaux, c'est justement qu'on peut communiquer des messages avec un peu moins de ressources, d'argent que si on affichait des publicités sur les moyens un peu plus traditionnels. Donc, c'est intéressant, mais faites attention quand vous faites ça, parce que quand l'entreprise québécoise ne gère pas le compte, ça devient un peu plus difficile de contrôler le contenu et s'assurer que c'est affiché. Donc, en français. Ce qui est intéressant, par exemple, parce que plusieurs entreprises vont dire on est un peu en trouble parce que notre compte de médias social n'est pas en français. C'est possible avec tout l'enthousiasme que les entreprises ont eu dans les dernières années pour se lancer dans les médias sociaux, que certaines n'ont pas pris en considération les exigences linguistiques. Alors, la question doit se poser, qu'est-ce que je dois traduire? Vous devez traduire votre profil et vous devez traduire le contenu que vous affichez. Et ça se peut que vous affichez beaucoup de contenu, ça se peut que vous affichez beaucoup de messages, mais il y a des limites à ça. J'ai dit que je n'allais pas parler d'exception, mais pour les médias sociaux, je pense que de plus en plus, les entreprises, les détaillants se posent des questions parce que ce n'est pas évident. C'est un sujet qu'on aborde avec l'Office que dans les dernières années. Ça fait quand même longtemps que les plateformes numériques existent, mais on voit uniquement là, cet intérêt porté puis les questions qui se posent plus dernièrement. Alors, c'est normal que l'Office ne vous a pas demandé des questions lors de votre programme de francisation ou pas trop de questions. Et puis, on retourne vers le sujet en ce moment. Parce que c'est très contemporain, c'est très actuel. Alors, si vous avez déjà créé votre compte de médias social, posez-vous des questions, à savoir si le contenu doit être en français. Lorsque le message est vraiment destiné à la clientèle québécoise, on voit nécessairement une obligation de traduire ce contenu-là. Lorsqu'il y a un compte de médias social qui existe, mais pour le bénéfice de plusieurs entreprises, ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, dans le reste du monde, il y a un bénéfice à dire on va identifier les communications qui sont vraiment destinées à la clientèle québécoise parce que c'est ce contenu-là qui doit être traduit en français. Il
on doit tenir compte non seulement des obligations, mais aussi des contraintes qui existent sur les plateformes numériques. Parfois, et c'est complètement acceptable, le contenu, les messages publicitaires qui sont diffusés par la plateforme ne sont pas en français. C'est là où on n'a pas de contrôle en tant qu'entreprise sur les bannières qui sont là, sur les vidéos qui vont se présenter sur le côté de l'écran. Inquiétez-vous pas, parfois on a dans la plateforme un outil qui nous permet de contrôler un peu plus les publicités accessoires qu'on ne contrôle pas, mais parfois non. Ça, c'est compris. L'Office ne va pas vous taper sur les doigts si la plateforme, elle, communique des publicités, des messages publicitaires en anglais. Vous n'avez pas contrôle sur ça, mais vous avez le contrôle sur votre profil, sur les communications sur votre profil. Et vous pouvez utiliser les outils technologiques à la disposition sur la plateforme pour contrôler le contenu. Vous pouvez restreindre la publication de manière géographique pour vous assurer que le contenu qui est diffusé à la clientèle québécoise est particulière et donc restreindre, retirer les publications qui seraient destinées, par exemple, à une clientèle américaine ou une clientèle internationale. Utilisez ces outils technologiques, parlez avec les gens dans vos départements de technologie ou les gens responsables pour les technologies d'information et assurez-vous de restreindre ça pour vous assurer si justement il y a du contenu que vous ne contrôlez pas, surtout, ou qui est diffusé pour une clientèle autre que la clientèle québécoise. Alors, investiguez, posez-vous des questions, regardez le tout. Bien sûr, si un consommateur communique avec vous, que ce soit par téléphone, que ce soit via votre compte vos comptes de médias sociaux et communique avec vous en français, vous devez communiquer avec eux en français. S'ils communiquent avec vous de par la plateforme, que ce soit en affichant un commentaire sur votre compte ou c'est via le service de messagerie sur la plateforme, le fait en anglais, vous pouvez communiquer avec eux, répondre à leurs questions en anglais. Vous répondez à ce consommateur-là, pas à tous. C'est sûr que c'est une information qui pourrait être pertinente pour toute votre clientèle dans la mesure où c'est dans les commentaires sur votre compte. Je vous encourage de communiquer cette information en français et en anglais. Maintenant, on parle d'outils technologiques fort intéressants qui s'appliquent. La règle générale, c'est que tous les outils qui sont développés pour la clientèle québécoise, pour les consommateurs, doivent être communiqués en français, que ce soit les communications en ligne, en magasin ou en ligne, en magasin. On parle d'outils technologiques vraiment fort intéressants maintenant. Il y a des détaillants qui introduisent les iPads dans les magasins, non pas pour être utilisés uniquement par les représentants de vente, mais aussi pour être utilisés par les consommateurs pour pouvoir faire des commandes en ligne, mais en magasin. Alors, super intéressant. Bien sûr, ces outils technologiques-là sont des communications et vont devoir être offerts en français. On parle de plusieurs compagnies de financement qui font ça chez les détaillants et ça permet justement aux consommateurs d'obtenir son financement et pas avoir à attendre pour la réponse de la compagnie de financement. C'est fort intéressant. On pense à un projet d'innovation qui existe, un projet d'innovation de technologie sans friction qui est un laboratoire magasin offert à l'Université McGill en partenariat avec Alimentation Couche-Tard. Ça permet aux consommateurs-là de faire leur achat dans un site de dépanneur sans même avoir à aller à la caisse. Le tout est réglé
lorsque le consommateur quitte le magasin et le tout est réglé en termes de paiement sur son téléphone. Alors, assurez-vous que quand vous développez ces outils technologiques, vous considérez la langue française. Alors, assurez-vous, pour ce qui est de toutes les technologies qui sont adressées à vos employés, que vous considérez aussi ces outils, les exigences linguistiques pour les travailleurs, donc pour vos employés. Les règles générales sont un peu différentes, mais on parle aussi de tenir compte des exigences linguistiques quand vous développez ces outils-là, quand vous les achetez et vous les mettez à la disposition de vos employés. Les outils, on parle d'iPad, on parle d'appareils mobiles qui sont mis à la disposition de la clientèle. Bien, vos employés ont aussi accès à différents appareils mobiles. Important de bien incorporer les exigences linguistiques à tout stade là, de l'expérience employée. Les employeurs qui ont 50 et plus employés au Québec, temps partiel, temps plein, ont l'obligation d'offrir les outils technologiques en français afin de permettre à leurs employés de travailler en français. Je vous recommande fortement d'installer la version française des logiciels par défaut. Je vous encourage fortement de configurer les appareils mobiles que vous offrez à vos employés, de les offrir par défaut en français, de donner les formations en français et dans les formations, montrer à vos employés comment utiliser la version française. C'est possible d'offrir la version anglaise de certains logiciels. Ça devrait être des cas exceptionnels. Si on ne le fait pas dès le début, il faut le faire lors de la mise à jour des appareils. C'est important de vous assurer que tous vos outils, que ce soit les fax, que ce soit les photocopieuses, que ce soit les ordinateurs, mais les appareils mobiles aussi, qu'ils soient tous disponibles en français à vos employés. Alors, on a parlé aujourd'hui et si vous retenez quelque chose de cette présentation, c'est ceci. Tenez compte des exigences linguistiques à toute étape. Votre entreprise va évoluer. Tenez compte de ces exigences. Comment le faire? C'est d'adopter des politiques linguistiques générales. Le VOS va vous parler de politique d'embauche, de promotion, va aussi vous parler de politique d'achat et d'utilisation de technologies de l'information. Adoptez ces politiques-là. Ça va être ancré, ça va être communiqué à vos dirigeants, ça va être communiqué à vos employés, ça va devenir une façon de faire. Mais formez vos gens. Il ne faut pas juste adopter une politique, il faut former les gens, s'assurer que tout le monde comprend bien les exigences qui s'imposent à eux et confier à pas juste une personne, mais plusieurs personnes clés, la gestion des questions et des plaintes, que ça soit interne ou externe. Et puis, assurez-vous que les gens en technologie de l'information, que ces gens-là soient au courant parce que c'est clé et c'est un investissement d'investir dans les technologies, que ça soit faire une mise à jour des logiciels, que ça soit de remplacer les outils technologiques ou développer un projet d'innovation. C'est les gens en technologie qui vont être impliqués. Il faut qu'il y ait le réflexe de dire c'est quoi les exigences linguistiques? Est-ce qu'on a pensé à la clientèle québécoise? Est-ce qu'on a pensé à la clientèle francophone? Faites un suivi régulier. L'Office, certes, va faire un suivi, va vous demander des rapports, mais l'important, c'est de vous-même mettez ça dans vos agendas. Vous faites le suivi régulier, que vous ayez un programme de francisation, que l'Office vous accompagne ou non. Et si vous avez identifié des projets, des nouveaux projets
si vous avez identifié des lacunes, mettez en place un plan d'action. Fixez-vous des délais. Attitrez les gens clés, les personnes clés dans votre entreprise pour participer dans les correctifs, pour participer dans les projets. Alors, je vous ai indiqué ici dans les présentations des ressources importantes, intéressantes. L'Office en a énormément sur le site web. Ça vaut la peine de regarder, de passer à travers les guides qui sont mis à la disposition des entreprises. Il y en a un très intéressant, spécifiquement sur les médias sociaux. Je vous encourage de le regarder. Je vous encourage à regarder les formulaires de francisation, même si vous avez moins de 50 employés, parce que si vous vous rendez là, vous êtes imposé ces exigences-là. Il y a un nouveau projet de loi, on n'en a pas discuté aujourd'hui, mais il y a un projet de loi qui propose de modifier la Charte de la langue française. Et une des choses que ce projet de loi vise à faire, c'est de diminuer le seuil pour l'imposition des exigences en francisation. Alors, non seulement les employeurs de 50 et plus personnes vont être obligés d'offrir les outils technologiques en français à leurs employés, mais si le projet de loi est sanctionné tel que rédigé, on parle d'entreprises avec 25 et plus employés au Québec qui vont devoir offrir ces outils technologiques en français à leurs employés. Alors, mieux vaut penser à l'investissement dans les logiciels, dans les appareils, dans les outils technologiques maintenant qu'à être forcé à le faire quand on atteint ce seuil minimal qui est imposé par la loi. Alors, pensez-y maintenant, regardez si vous n'êtes pas assujetti maintenant, regardez le formulaire d'analyse de la situation linguistique. Ça passe à travers toutes les questions qu'un représentant de l'Office va vous poser. Ça adresse toutes les exigences qui vont s'imposer à une entreprise lors de la généralisation de l'utilisation du français lors du processus de francisation qu'imposera l'Office. Je vous conseille aussi de regarder l'article dans l'infolette tout en détail du Conseil. Madame Pelletier a aussi rédigé un article très intéressant sur les technologies en information et ça parle un peu de ce qu'on a touché aujourd'hui. Ça vous offre beaucoup d'informations, de statistiques aussi intéressantes. Alors, sur ce, je vais inviter Karina à soit passer aux questions ou conclure la présentation. Oui, en fait, merci infiniment pour votre présentation. Je suis convaincue que la plupart sont sortis avec de nouvelles notions, ou du moins des notions approfondies. On a d'ailleurs effectivement quelques questions, dont une question très importante. Allons-nous recevoir la présentation? Est-ce que nos participants vont recevoir la présentation à la fin? Est-ce qu'on peut certainement. J'invite l'équipe de Karina là, de partager la présentation. C'est sûr que c'est uniquement un survol des exigences et des bonnes pratiques, mais j'espère que ça va vous être utile lorsque vous parlez à vos équipes et pour vous identifier les exigences linguistiques qui vous sont imposées. Super, merci infiniment. Donc, allons-y. Première question, à votre avis, quelles sont les erreurs les plus souvent commises par les détaillants dans les outils technologiques et rencontres durant votre pratique? Et rencontrer, pardonnez-moi. Oui. Je veux dire, quand on parle d'erreurs, souvent, ce que je remarque, c'est qu'en termes de détaillants, vous êtes toujours à la recherche de méthodes de vraiment rejoindre la clientèle. Et les gens sont passionnés. Et puis, les gens en marketing, en technologie, les gens en affaires sont passionnés et parfois, dans cette
passion, dans ce désir de lancer leur projet, de lancer leur programme, ils oublient les exigences linguistiques. Et donc, ce qu'on se retrouve à faire, c'est de venir à la dernière minute un peu pour corriger cet oubli. Alors, je pense que l'important là, c'est vraiment d'y penser. Quand vous développez un programme, quand vous développez, vous pensez à un projet, quand vous envisagez des gros changements, des développements dans l'entreprise, des acquisitions, des réorganisations, le lancement de produits et tout ça, ça doit être considéré dès le début. C'est beaucoup plus facile. On parle de moins de ressources financières, ressources humaines, d'y penser dès le début plutôt que venir à la fin et apporter les correctifs. Alors, je vous dirais, c'est ça. C'est vraiment de tenir compte dès le développement d'un projet, la création d'un outil, de penser aux exigences. Merci. Donc, nous avons une autre question. Je comprends que les règles, obligations de l'employeur varient selon le nombre d'employés, plus ou moins 50. En bref, pourriez-vous rementionner les obligations pour petites entreprises de moins de 50 employés? D'accord. Alors, on a parlé beaucoup aujourd'hui des outils technologiques qui sont mis à la disposition des consommateurs. Et là, la règle est simple, c'est tout est en français. Quand on parle des travailleurs, c'est un peu plus nuancé. Alors, quand on parle d'une généralisation du français, quand on impose du français partout, on parle d'entreprises de 50 employés ou plus au Québec. Encore, je vous dis, temps partiel, temps plein. Ces entreprises-là ont vraiment des obligations plus strictes qui se leur sont imposées. Pour les entreprises qui sont moins de 50, en ce moment, en vertu de la charte, on parle d'un droit fondamental des travailleurs de faire leurs activités en français. Donc, de travailler en français. Les obligations s'imposent en termes de technologie quand on parle plus particulièrement des outils qui sont essentiels dans l'activité, dans le travail. Quand on met à la disposition de manière dans la technologie des informations qui portent sur la relation de travail, contrat de travail, tout ce qui est promotion, bénéfices, bénéfices de travail, pension, etc. Tout ce qui est relatif à la relation travail, que ça soit communiqué électroniquement, par exemple en affichant sur un site web intranet, toute cette communication-là, toute la documentation qui porte sur cette information-là doit être en français. Alors là, si on a un intranet, l'information qui est sur l'intranet, qui porte sur la relation de travail, les contrats, la promotion, les bénéfices, etc., ça doit être en français, on n'a pas le choix. Mais les outils, par exemple, le reste de l'intranet qui est offert à ce travailleur-là, à cet employé-là, il n'a pas besoin d'être offert en français, uniquement ce dont il a besoin dans sa relation de travail. Quand on parle des outils de travail, les logiciels, les appareils mobiles, etc., techniquement, quand on regarde la charte, il n'y a pas une exigence expresse qui dit vous devez vous assurer que tous les logiciels, que toutes les applications soient disponibles en français. Vous ne l'avez pas, cette obligation-là. Cependant, si votre employé n'est pas capable de faire ses activités en français parce que ces outils technologiques sont tellement essentiels dans son travail, là, la situation est un peu différente. Donc, non, on ne parle pas d'une obligation express. Mais attention, quand ces outils de travail-là sont essentiels dans le travail, attention quand ces outils technologiques-là sont aussi pour le bénéfice du consommateur. Je vous parlais tantôt d'iPad. On utilise les iPads de plus en plus pour les représentants de vente. Et puis, les représentants de vente
sont fort contents. Ils ont l'information sur les produits, ils ont sur la disponibilité des produits, toutes sortes de choses disponibles pour eux sur ces iPads-là, mais parfois on les partage avec le consommateur. Dans la mesure où l'outil est partagé avec le consommateur pour l'aider à passer une commande, par exemple, etc., c'est quand même une exigence qui va s'appliquer. C'est un droit au consommateur d'obtenir l'information en français qui va être déclenché. Alors, il y a toutes sortes de différents facteurs qui vont s'imposer. Alors, si je résume en bref, c'est assurez-vous que les outils technologiques qui sont essentiels au travail sont disponibles en français. Mais non, il n'y a pas une obligation expresse de fournir tous les logiciels en français à vos employés. Mais vérifiez que si les outils technologiques font partie du travail de l'individu, ça ne l'empêche pas à faire son travail d'avoir un outil qui n'est pas disponible en français. Et surtout, si vous utilisez les outils technologiques pour communiquer avec vos employés, l'information qui porte sur la relation de travail, assurez-vous que cette information-là est disponible en français parce que ça, cette communication-là, c'est sans équivoque, ça doit être fourni aux travailleurs, aux employés en français. Merci beaucoup. Prochaine question en 2 volets. Avez-vous des conseils à donner aux détaillants avant qu'ils concluent un contrat avec des fournisseurs de services en TI pour les aider à faire le virage numérique? Ensuite, ces entreprises sont-elles en mesure de bien nous conseiller sur les exigences en français? C'est une très bonne question. Deux très bonnes questions. Parce que c'est parfois quelque chose qu'on oublie de demander. On est intéressé par l'expérience de l'entreprise et ce n'est pas parce qu'une entreprise se situe au Québec qu'elle offre des services dans ce domaine-là, qu'elle va être au courant des exigences linguistiques qui s'imposent. Parfois, c'est parce que la clientèle de l'entreprise se situe à l'extérieur du Québec ou parce que la clientèle de ce fournisseur de services n'a pas imposé l'obligation aux fournisseurs. Ultimement, c'est votre responsabilité en termes de détaillants, en termes d'entreprise, en termes d'employeurs, de vous assurer que les outils technologiques sont offerts en français. Utilisez vos communications avant de conclure un contrat. Utilisez le contrat pour justement communiquer aux fournisseurs l'importance de rencontrer les exigences linguistiques. Ça doit être toujours quelque chose que vous pensez. Quand je parle des politiques, quand j'ai parlé d'adopter des politiques, je m'en souviens des politiques d'achat. Ça, c'est les politiques d'achat, les politiques qui s'imposent non seulement quand on fait affaire avec une acquisition d'un logiciel, mais dans un projet. Donc, un fournisseur avec qui on va faire affaire qui, lui, va utiliser des sous-contractants. Et les sous-contractants vont être ceux qui vont fournir les outils technologiques. Alors, peut-être que le fournisseur de service principal n'a pas ces connaissances particulières-là, n'a pas le réflexe de poser la question même, surtout si l'entreprise, le fournisseur de service n'est pas au Québec. Alors, assurez-vous d'avoir les politiques en place, qu'elles se communiquent à l'intérieur de l'entreprise et puis que les achats d'outils technologiques, de logiciels, d'appareils mobiles, etc., que ça prend en considération les exigences linguistiques. Alors, le réflexe va être là. Pour tous ceux qui concluent les contrats avec les fournisseurs de services, que ce soit l'entreprise québécoise, que ce soit un représentant à l'intérieur de votre entreprise qui est basé ici ou qui est basé ailleurs, mais qui est responsable pour les achats pour l'entreprise québécoise, assurez-vous de poser la question sur les exigences. Présumez pas que le fournisseur de services va les connaître. Souvent, ne les connaît pas. Et puis, en plus, si votre contrat ne parle pas, n'impose pas l'obligation au fournisseur de s'assurer de fournir des outils technologiques en français ou conformes aux lois
aux exigences linguistiques qui vous sont imposées à vous, vous allez vous retrouver avec une situation où vous avez des outils technologiques qui n'est pas adéquat, qui ne peut pas être utilisé au Québec, mais qui rencontre le contrat, les modalités de votre contrat avec votre fournisseur de services, parce que ce n'était pas sa responsabilité de s'assurer de la conformité. Alors, il faut y penser, il faut faire le suivi, il faut communiquer ça au début. Parce que souvent, si on impose une exigence linguistique, ça veut dire des frais additionnels. On n'a pas non seulement à fournir les outils en anglais, mais aussi avec une interface en français. C'est des coûts dans le développement, c'est des coûts pour la mise en page. Il y a toutes sortes de frais additionnels qui pourraient s'imposer parce qu'on doit offrir en français. Alors, vaut mieux avoir cette discussion-là avant d'offrir le contrat à un fournisseur de services lors de la sélection du fournisseur de services, plutôt que de se retrouver à penser à ça suite à la conclusion du contrat ou lorsqu'on reçoit la livraison de l'outil et puis on découvre que ce n'est pas conforme. Oh! Merci, excusez-moi. Donc, 2 dernières questions avant la fin. Pour continuer un peu, pour l'utilisation des logiciels ou bases de données internes, qu'en est-il des champs commentaires faits par les employés, particularités du contrat, particularités pour le service, etc.? Doit-on tout changer ces champs? Nous sommes à l'étape, la personne inscrite, nous sommes à l'étape de l'analyse. OK. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'on parle de les commentaires lorsqu'on a un logiciel, un programme, et puis on insère de l'information, par exemple, dans un document de travail? Je peux ouvrir le micro à la personne qui pose la question. Madame Galarno, votre micro est ouvert. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, c'est des bases de données où tous nos services sont transigés et ça a un lien avec autant l'exécution du travail que les contrats, les suivis. Donc, pardon. Alors, vous vous demandez la langue dans laquelle l'employé va rentrer les détails, oui, parce que dans la base de données. C'est ça, on est à l'étape de l'analyse et dans notre constat, c'est qu'avec les années, il y a certains employés qui ont écrit leurs commentaires en anglais. Même si notre plateforme est en français, même si tout est en français, les champs commentaires qu'un autre employé va voir pour exécuter une portion, ça va être en anglais. Bien, pour certains, ce n'est pas généralisé, mais Oui. on voit ça. Bien, je vous dirais, de façon générale, si un employé communique avec un autre, il peut le faire en anglais si c'est la langue que les deux employés veulent utiliser. Mais c'est sûr, quand on parle d'une communication qui se fait, et l'expression anglaise me venait at large, si c'est une communication qui se fait, qui est adressée à une équipe, qui est adressée à plusieurs employés, on doit penser aux exigences. Donc, la règle générale, je vous dirais, pour l'employeur, c'est de s'assurer que le français, l'utilisation du français est généralisée. Donc, c'est tout à fait acceptable et encouragé d'adresser les employés et dire cette communication, quand vous mettez vos commentaires, vous devez penser à qui va les recevoir. Parfois, les entreprises, ils font affaire avec des bureaux à l'extérieur, vont faire affaire avec des tierces parties à l'extérieur du Québec. Et ces tierces parties-là, ces personnes à l'extérieur doivent recevoir l'information en anglais. C'est tout à fait acceptable. Cependant, quand on parle d'une communication qui se fait entre les employés ou une communication qui se fait à l'intérieur d'un formulaire, d'un document de travail, ça doit être partagé avec un groupe.
l'employeur doit promouvoir l'utilisation du français et dire on encourage le français parce que tout le monde doit être capable de lire ces commentaires-là pour effectuer leur travail. Ça n'empêche pas aux employés, sur une base individuelle, de communiquer dans la langue qu'ils veulent. Mais si l'information est nécessaire, est utile à d'autres employés ici au Québec, si elle sera consultée par un consommateur. Ça aussi, c'est important que ce soit en français, à moins, par exemple, que le consommateur ait besoin de cette information, l'ait demandé en anglais. Alors, règle générale, c'est oui. Encourager, ayez comme politique, on remplit ces documents de travail en français dans la mesure du possible, à moins qu'on tombe dans une des situations que je vous ai mentionnées, où il y aurait un bénéfice à l'avoir dans l'autre langue pour une tierce partie, pour un consommateur, etc. Ça va vous rendre la vie beaucoup plus facile à long terme parce que vous n'aurez pas à traduire cette information-là. On doit s'assurer comme entreprise que tous nos employés aient un usage du français adéquat pour remplir leurs fonctions. On n'a pas cette exigence-là de par la loi de s'assurer qu'ils parlent anglais. Donc, en théorie, les employés devraient avoir une connaissance du français. Encore, je parle plus, quand je parle d'une obligation de s'assurer que les employés parlent le français, vous le saurez si vous êtes en processus de francisation, les employeurs de 50 ou plus employés doivent s'assurer d'offrir la formation, non seulement leur formation interne en français, mais offrir des cours de français pour ceux qui ne sont pas en mesure de remplir leurs tâches et leurs fonctions en français. Donc, encore, l'emphase devrait être sur le français à tout niveau, y compris communication interne, que ce soit des petits commentaires, que ce soit une communication qui s'adresse à tous. Votre obligation, c'est de vous assurer que le français est considéré à ce niveau-là. Juste en complément, est-ce que, par exemple, pour le futur, c'est très faisable, là, c'est pas un enjeu. Par contre, avec tout l'historique de peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce qu'on aurait éventuellement à aller retracer tous ces commentaires-là en anglais pour les traduire? Je ne connais pas votre entreprise puis le contenu de ces documents. OK. C'est sûr que on parle toujours de règles générales, mais on parlait d'exceptions aussi quand les communications sont adressées à des tierces parties, à la clientèle comme telle, etc. Ça se peut que quelqu'un ait recours à un document antérieur. L'Office, généralement, ne va pas rentrer dans l'entreprise et dire tous ces documents-là, tous les documents dans vos archives devront être traduits. Mais ce qui arrive, c'est si qu'un document comme ça est nécessaire pour un traitement actuel. Pour un traitement actuel. Et puis que l'employé n'est pas en mesure d'accomplir ses tâches en raison du fait que les commentaires sont en anglais, je vous encouragerai à ce point-là d'effectuer une traduction. C'est sûr que, quand on parle de traduction, il y a des traductions qui doivent être, surtout celles qui sont adressées aux consommateurs, qui portent sur des contrats, qui portent sur des questions légales. On va s'assurer d'une traduction très haut niveau de qualité extrême. Parfois, ce qui est possible, c'est aussi d'offrir à, par exemple, un employé un outil de traduction qui permettrait d'accomplir ces tâches, que ce soit un traducteur interne qui puisse offrir un soutien à ce niveau-là ou un outil, maintenant, il y a quand même beaucoup d'outils très intéressants de traduction, des outils technologiques qui permettent une traduction, qui permettraient peut-être à vos employés, justement, de pouvoir effectuer une traduction adéquate pour leur fin avec
ça que je vous encouragerais, c'est d'être aussi créatif avec ce processus-là. Mais ça se peut que votre employé puisse accéder les archives et dise je suis capable de comprendre. Mais c'est là où ça vraiment lui empêche de faire ses tâches. Mettez des outils de traduction. Je ne dirais pas, c'est que ça me semble un grand projet de regarder dans vos archives et tout traduire la documentation dans le passé. Si c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire, certes, faites-le là, si c'est pour le bénéfice de vos employés, mais sinon, ça serait correct de dire au besoin, quand vous consultez un document de travail, il n'est pas disponible en français, contactez la personne responsable ou voici un outil de traduction électronique qui est très bien parce que vous avez vérifié certains outils, puis vous dites qu'il est très bien, puis on peut vous aider justement pour que vous puissiez accomplir vos tâches. C'est là où on parle de communication essentielle pour le travail de l'employé. Un employé qui dit il y avait une infolette interne qui parlait d'un événement intéressant l'année dernière, puis il n'est pas disponible en français. Et vous n'étiez pas à ce moment-là assujetti aux règles de francisation, vous n'aviez pas l'obligation de communiquer ça en français, je vous dirais, ce n'est pas essentiel à son travail, ça ne serait pas nécessaire de le faire. Si l'employé veut le faire dans son propre temps, il peut le faire. Mais si c'est quelque chose d'essentiel pour son travail, vous pouvez quand même assister l'employé pour lui offrir les communications en français. Merci beaucoup. En 1 minute, parce que vous avez un peu répondu, mais je vais reposer la question suite à une demande. Mes 3 employés sont bilingues et préfèrent discuter entre nous et recevoir les formations internes en anglais. Est-ce OK? Si on parle d'un employeur qui n'a que 3 employés, je ne sais pas si ça c'était le cas, mais si votre entreprise, vous avez uniquement 3 employés et on parle d'individus qui sont bilingues et puis veulent suivre une formation en français, en anglais, par exemple, c'est tout à fait possible de le faire. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'offrir une formation en français. Cependant, il faut toujours faire attention quand on dit l'employé est d'accord. Et la question se pose plus quand il y a l'obligation de l'offrir en français. Donc, si on est, par exemple, 58 employés dans l'entreprise et on offre une formation, là, il y a une obligation d'offrir la formation en français. Si vous êtes 3 employés et vous offrez une session qui vise à expliquer les bénéfices de travail, donc les pensions, les assurances collectives, les promotions, etc. Ça, c'est une communication que vous devez faire en français. Certes, un employé peut dire « Ah, j'accepte que ça soit en français. J'aimerais que l'information me soit communiquée en anglais. » Si l'employé le demande, vous pouvez offrir cette session d'information-là en anglais. Mais est-ce que c'est vraiment les 3 employés qui le demandent ou est-ce que ça serait plus facile pour vous? Là, c'est juste, il faut s'assurer que dans ces contextes-là, quand la demande vient de l'employé, qu'elle vient véritablement de l'employé et ce n'est pas l'employeur qui, en fait, influence l'employé pour obtenir l'information, la formation en anglais. Alors, soyez alerte, soyez vigilants, vérifiez vraiment l'utilisation, le niveau de compréhension, de bilinguisme de vos employés. Assurez-vous que quand la demande se fait, ce n'est pas la vôtre, mais plutôt
celle de vos employés et assurez-vous dans ces contextes-là de le préciser. Si vous voulez cette information-là en français, vous avez droit et puis je peux vous le fournir en français. Alors là où l'obligation vraiment est imposée à l'employeur d'offrir en français, je parle formation de travail pour 50 et plus, communication qui doit nécessairement être en français pour les employeurs de moins de 50 personnes. Vous n'avez pas l'obligation, quand vous êtes un employeur de moins de 50 personnes en ce moment, en vertu de la charte en ce moment. Donc, on ne parle pas du projet de loi qui risque d'être adopté dans les prochaines semaines, les prochains mois. On parle vraiment de l'état actuel du droit. Vous avez des obligations un peu moindres. Je vous encourage, on en a parlé très brièvement, on n'a pas fait le focus de la discussion aujourd'hui, les obligations des employeurs envers leurs employés. C'est quand même des questions assez complexes qui se posent, des questions très particulières. Je vous encourage de poser ces questions, je vous encourage de consulter les ressources qu'on a mentionnées et qui vous seront communiquées là, après la rencontre là, dans les diapositives. Consultez ces ressources-là. L'Office offre des outils vraiment fort intéressants aux employeurs. Leur site web et offre beaucoup d'informations. Utilisez-le. Il y a beaucoup d'informations, donc on peut se perdre. Il y a beaucoup d'informations qui est là, mais cherchez dans les obligations aux entreprises, dans les documents, les guides que l'Office met à votre disposition pour les TI, pour les employeurs. Il y a vraiment beaucoup d'informations fort intéressantes. Et puis, si vous avez des questions additionnelles, il y a d'autres sources. Il y a le conseil qui offre des infolettes, qui avait l'infolette de Mme Pelletier, qui était très intéressant aussi. Il y a les conseillers juridiques, moi-même, mais vos conseillers juridiques aussi, que ce soit à l'interne ou externe, qui peuvent vous fournir des réponses à des questions très précises, parce que souvent, c'est ça qu'on trouve. On a des règles générales qui s'appliquent, mais il y a des questions très, très précises. Puis aujourd'hui, dans le contexte d'un webinaire ou dans un contexte d'une infolettre, on n'a pas la chance de passer à travers tout ce gros détail. Merci beaucoup, très gentil. Merci beaucoup, Maître Nicole, très apprécié, vraiment, vraiment intéressant. Je réitère en fait le fait que le CQCD offre, si vous allez sur le cqcd.a, vous avez un guide de francisation, blog, information qui pourrait certainement vous aider. Je vous invite aussi à suivre les pages Facebook, LinkedIn, Instagram où de l'information vous est partagée régulièrement sur la francisation, bien évidemment, mais tout autre enjeu. Vous pouvez également suivre nos différents webinaires. Et je vous invite également, et je réitère ce fait-là, à profiter d'un nouvel outil Mémo de l'Office qui est offert sur leur site Internet. C'est un programme d'accompagnement fort intéressant également. Donc, je répète, Mémo, c'est assez simple. M-E accent aigu, M-O, sur le site de l'Office québécois de la langue française. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, puis au plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Vous recevrez également la présentation par courriel. Donc, merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.